est donc toujours dans la présentation des origines de la place du marketing RH, de la marque employeur en gestion des ressources humaines. On a vu l'origine de la notion de marque employeur et la liaison entre le marketing RH et la marque employeur. Voyons maintenant rapidement, toujours dans cette introduction, la place de ces deux notions en gestion des ressources humaines. En général, et cela apparaît un peu comme un héritage logique du passé, la tradition tient une place importante dans la gestion des ressources humaines. Dans la plupart des entreprises, en effet, cet aspect traditionnel recouvre encore souvent, comme on l'a déjà évoqué, des relations, comment dire, verticales, entre guillemets, entre les employeurs et les salariés, avec un caractère hiérarchique qui est souvent très affirmé, et des problématiques de ressources humaines qui sont vues selon deux axes complémentaires, qui sont les axes du droit, comme on l'a vu, le droit du travail, ce qui est interdit, ce qui est autorisé, ce qu'on doit faire, etc., etc. Donc un encadrement juridique qui vient d'ailleurs, enfin qui vient de l'extérieur de l'entreprise, ou qui peut être repris dans l'entreprise par le biais de contrats individuels du travail, qui vont fixer les détails en quelque sorte, par exemple de rémunération de poste, type de contrat, etc. Et donc beaucoup de droits du travail, y compris dans les aspects collectifs aussi, négociation collective de certains aspects, formation professionnelle, grève, bon, beaucoup de droits. Et deuxième aspect de la vision de ces problématiques de ressources humaines, c'est vision en termes de coûts, comme on l'avait évoqué, l'aspect légal et l'aspect budgétaire qu'on a déjà évoqué. Ça veut dire que dans ces conditions, c'est-à-dire dans les entreprises où la GRH traditionnelle domine, il n'y a pas beaucoup de place pour le marketing ressources humaines et la marque employeur, ça c'est clair. Alors, à partir de la situation du passé que je viens d'évoquer rapidement, quelle est la situation actuelle sur la place de ces deux notions dans la GRH? La situation actuelle est caractérisée de la manière suivante. On peut dire que depuis 20 à 30 ans, on assiste au développement de ces concepts de marketing RH, marque employeur, capital humain, etc. L'élargissement aussi de la recherche d'avantages compétitifs, y compris dans le domaine des ressources humaines. Les mutations technologiques, développement des concepts autour de ça, la mutation économique qui affecte aussi la nature des emplois, des métiers et des entreprises. Donc on a un courant, je dirais, assez stable et assez continu de développement de tous ces concepts, dont le marketing RH et la marque employeur font partie. Alors ces mécanismes sont à l'œuvre, on peut dire, pour faire une place dans les entreprises, au marketing RH et à la marque employeur, ça c'est net. Peut-être même, y a-t-il une tendance, c'est toujours une interrogation, parce que les choses évoluent quand même. Et on ne sait pas très bien dans quel sens elles peuvent évoluer ou se retourner. Il peut y avoir des retournements de situation, des inflexions, etc. Peut-être y a-t-il une tendance finalement au renversement, au passage de l'ancienne GRH à la nouvelle GRH. Alors quelques mots d'explication quand même, par parenthèse. Ici, j'appelle ancienne GRH ou GRH traditionnelle, comme vous l'avez compris, la GRH qui est fondée sur la hiérarchie et la subordination des salariés à leur employeur, et aussi fondée, comme je l'indiquais juste avant, sur le droit du travail, dans tous ces aspects, et une conception qui fait apparaître les salariés comme un coût de production, qu'il faut limiter, sous-entendu, plutôt que comme un avantage ou un potentiel, sous-entendu qu'il faut développer. Donc voilà, cet aspect traditionnel, c'est un peu ça. Alors plus sûrement que le renversement ou le passage de l'ancienne GRH à la nouvelle GRH, avec notamment comme fer de lance le marketing RH, la marque employeur, le capital humain, etc. etc. Mais plus sûrement que ce passage, je crois qu'on va plutôt assister, c'est ce qu'on voit dans d'autres domaines de la GRH ou même des sciences de gestion, non pas au remplacement de l'ancienne GRH par une nouvelle gestion des ressources humaines,
mais plutôt à une cohabitation du passé et du présent. En d'autres termes, cohabitation de la gestion des ressources humaines traditionnelles avec la nouvelle GRH. La GRH traditionnelle va continuer à exister. Euh, Par exemple, dans certains types d'entreprises, hein, parce qu'en fonction de leur taille, des branches, dans les branches professionnelles dans lesquelles elles évoluent, des marchés aussi dans lesquels ces entreprises évoluent, ben, au fond, ça ne se prête pas à de nouveaux modes de gestion des ressources humaines. Ça, c'est un peu le cas. Et on peut aussi avoir une GRH traditionnelle qui va continuer à exister, mais à l'intérieur de certains types d'entreprises. En cohabitation avec de la GRH New Look, la nouvelle, enfin moderne, si j'ose dire. Donc il y a des entreprises qui vont rester totalement en GRH traditionnel parce qu'elles sont dans des secteurs ou de toute petite taille ou des patrons anciens, enfin des gens qui ne veulent pas changer ou qui ne peuvent pas changer, des branches qui ne se prêtent pas à ça, des marchés qui ne se prêtent pas à ça. Mais on peut aussi avoir à l'intérieur de certaines entreprises, je répète, la cohabitation de ces deux aspects, GRH ancienne et GRH nouvelle. Alors tout simplement parce qu'il faut bien continuer à appliquer le droit du travail et à gérer les salariés. Il faut bien les recruter. Il y a des salaires, c'est pas, ça s'invente pas. Alors on peut augmenter les salaires, mais il y a des salaires minima. Il y a des concepts sur le droit du travail en termes de volume de travail, en termes horaires, en termes de salaire, en termes d'égalité homme-femme en termes de négociation sociale, en termes de formation professionnelle, il y a des obligations aussi. Il y a aussi des mesures disciplinaires qu'il faut quelquefois prendre quand les salariés sont responsables d'un manquement à leurs obligations professionnelles ou il peut y avoir aussi des obligations, il y a des obligations en matière de santé et de sécurité du travail. Donc vous voyez que euh, le droit du travail et l'obligation pour l'employeur de gérer les salariés parce qu'il est responsable des salariés. Quand je dis responsable, c'est-à-dire que ce que font les salariés dans l'entreprise, au service de l'entreprise, c'est l'employeur qui en est responsable. Civilement, je dirais. C'est-à-dire qu'il doit indemniser les erreurs faites par... Il doit réparer les erreurs faites par ses salariés quand les salariés agissent sous ses ordres, c'est-à-dire dans le cadre de leur travail. Donc il y a une responsabilité, tout ça, ça ne disparaît pas. C'est-à-dire que la nouvelle GRH, ben, c'est bien gentil le marketing RH et la marque employeur, mais enfin la nouvelle GRH, elle va pas, la nouvelle gestion des ressources humaines ne va pas remplacer l'ancienne, le droit reste. Les préoccupations, je dirais, salariales, de masse salariale, restent aussi, les préoccupations économiques. Et donc toutes les entreprises n'ont pas la souplesse des startups à pouvoir se passer de salariés, à travailler uniquement avec des freelances qui sont en dehors du droit du travail, etc., etc. Donc vous voyez un tout petit peu l'idée. Pour résumer, hein, résumer pour dire les choses autrement, le marketing ressources humaines et la marque employeur en tant qu'outil hein, de la gestion des ressources humaines vont sans doute se développer dans des entreprises nouvelles ou dans des services particuliers d'entreprises déjà établies. Et la gestion des ressources humaines euh, traditionnelle, j'allais dire ancienne, elle va de toute façon continuer à gérer ce qui doit l'être et qui ne disparaît pas. Hein, je ne reviens pas là-dessus. Recrutement, salaire, etc. Alors la diapositive suivante indique une hypothèse de cohabitation dans une même entreprise entre la GRH traditionnelle et la GRH nouvelle. Alors comme on le voit sur cette diapositive, j'utilise pour mon hypothèse de cohabitation pour dire ben, au fond pourquoi finalement on aurait cette cohabitation. Ça pourrait être tout l'un ou tout l'autre. On sait que ça ne peut pas être tout l'autre, ça ne peut pas être que de la GRH moderne, parce qu'il faut quand même continuer à faire de la GRH classique. Par contre, pourquoi ça n'est pas que de la GRH classique et pourquoi c'est de la GRH moderne? Alors, et pourquoi on aurait la cohabitation dans une même entreprise? Alors ce petit, pour mon hypothèse, hein, j'utilise une version allégée de ce qu'on appelle la matrice hein, de Bruce Anderson. La matrice du Boston Consulting Group, je crois qui date du milieu des années 60.
Cette matrice, en fait, est utilisée dans tout un tas de circonstances et j'aime bien parce qu'au fond, ça n'a rien de scientifique et c'est facile à comprendre et à présenter, mais au-delà hein, des aspects pour lesquels c'était conçu, cette matrice, en fait, figure ce qu'on appelle, ce que Bruce Anderson appelait le cycle de vie des produits ou des services dans une entreprise. Et met en correspondance en fait les coûts de développement et de production d'un produit dans une entreprise ou d'un service et les gains qui sont attendus. Alors très schématiquement, vous voyez qu'en fonction des coûts et des gains, il y a 4 stades dans le cycle de vie des produits et des services. Alors les coûts et les gains, c'est plus ou moins, hein, c'est donc assez enfantin, je dirais, mais ça donne déjà une indication. Donc il y a 4 stades dans le cycle de vie des produits ou des services. Comme vous le voyez sur la diapo, on peut formuler l'hypothèse qu'une même firme peut utiliser à la fois la GRH, c'est l'hypothèse que je formule, la GRH classique pour certains produits, services ou métiers classiques. Alors ces métiers classiques, c'est en gros les vaches à lait ou les cercueils. Alors ce sont, comme je l'indique sur la diapositive, des produits ou des services qui coûtent peu en recherche et développement ou en production et commercialisation et qui rapportent beaucoup, enfin plus ou moins, hein, les vaches à lait rapportent beaucoup et les cercueils un peu moins, à l'entreprise. Donc on met en parallèle les coûts et les bénéfices et la vache à lait coûte très peu et rapporte beaucoup. Le cercueil coûte très peu et rapporte de moins en moins. Donc on peut utiliser à la fois dans ce marketing classique sur certains types de produits, donc là en l'occurrence ou services, à savoir les vaches à lait et les cercueils, et le marketing RH, donc la GRH moderne ou des éléments modernes de GRH pour les produits services ou les métiers nouveaux ou innovants qui sont caractérisés dans la matrice de Bruce Anderson par des points d'interrogation, des question marks et des étoiles, bien sûr des stars, qui coûtent beaucoup en recherche et développement ou en production, mais rapportent ou peuvent rapporter beaucoup à la firme. Alors ça c'est très intéressant, ça veut dire que la firme va pouvoir mobiliser en quelque sorte du personnel, des moyens, des investissements, etc. sur les points d'interrogation et les stars, et les étoiles. Et pour cela, elle aura peut-être besoin d'avoir recours au marketing RH et marque employeur pour faire venir, entre guillemets, des cerveaux, des talents, comme dirait Jean-Marie Peretti, on verra cette question, des cerveaux, des gens, des techniciens très pointus, etc., pour développer des nouveaux produits, alors que ce soit dans des laboratoires de recherche ou même dans des filières, dans des systèmes de production concrets. Et là, elle appliquera les règles du marketing RH et de la marque employeur pour recruter, pour attirer les meilleurs, etc., pour les fidéliser. Et sur les autres produits, donc vache à lait et cercueil, ben, il y aura une gestion plus traditionnelle. Donc vous voyez, c'est intéressant. Alors quelques éléments pour figurer ça. Donc juste quelques éléments pour compléter hein, mon propos sur Bruce Anderson, enfin sur la matrice cycle de vie des produits. Le cercueil, c'est un produit ancien que les gens ne veulent plus, mais qui ne coûte pas beaucoup à fabriquer. Alors ça peut être par exemple des véhicules anciens, enfin pas anciens, mais des véhicules euh, avant le renouvellement d'une gamme de véhicules. Donc vous avez peut-être des modèles qu'on achète de moins en moins et on attend les nouveaux modèles par exemple. Donc ça, il y a des économies d'échelle, je dirais, les rendements sont croissants, donc plus on produit de véhicules, moins ils coûtent à l'unité. Et donc ça coûte pas cher à produire, mais il y a de moins en moins de clients. Ça peut être le cas. Toujours dans comparaison automobile, par exemple, pendant très longtemps, certains véhicules dans certaines firmes ont été des vaches à lait. C'est-à-dire des véhicules extrêmement populaires qui ont été achetés à des centaines de milliers, voire des millions d'exemplaires, et qui ont pu permettre aux firmes, aux constructeurs automobiles de justement faire jouer les rendements croissants. Et donc,
vache à lait, donc un marché qui se tient, beaucoup d'acheteurs et beaucoup de voitures produites, par exemple. Alors ça peut concerner des modèles très populaires. Bon, je sais pas, j'ai pas d'idée. Mais par exemple, pendant des années, la 205 de Peugeot a été un véritable succès. Jusqu'au début des années 2000, je crois qu'elle a dû s'arrêter en 2005 ou 2008, ou peut-être avant, mais voilà, ça a été un grand succès. La Coccinelle, ancien modèle de Volkswagen aussi, ça a été un très très grand succès pendant des années et des années. La Renault 4, hein, début des années 60 de Renault, ça a été un succès incroyable. Une petite voiture robuste, etc. Un succès incroyable pendant des années aussi. Donc les succès de ces vaches à lait ont permis de payer en quelque sorte les stars hein, qui coûtaient beaucoup et qui rapportaient beaucoup, et surtout de payer la recherche et le développement, à savoir les points d'interrogation. On va travailler sur des choses et ça va nous coûter beaucoup alors qu'on ne sait pas si ça va nous rapporter. On peut avoir le même raisonnement en matière, j'imagine, informatique ou autre. Alors les stars, eh ben, ça va être par exemple des technologies nouvelles qu'on vient de mettre sur le marché, qui ont un succès formidable mais qu'il faut encore améliorer, donc ça coûte. Imaginons, je sais pas, à une certaine époque peut-être des tablettes numériques ou des choses comme ça. Et puis le point d'interrogation, ben, ça va être tout ce qu'on a dans les labos de recherche des entreprises. On développe peut-être les voitures électriques, on développe peut-être tel type de carburant moins polluant, etc., etc. Et tout ça, c'est pas encore au point, et il faut payer des chercheurs, des techniciens pour améliorer les solutions. Ça coûte beaucoup et ça ne rapporte pas. Où les bénéfices sont très 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 faibles, voire nuls. Et pourtant, c'est avec tous les points d'interrogation qu'il y aura, et il y en aura peut-être 1 sur 10 ou 1 sur 100 qui deviendra une étoile, qui deviendra elle-même une vache à lait. Donc l'intérêt, si vous voulez, pour la firme, c'est de développer quand même ces points d'interrogation. Et pour développer ces points d'interrogation et ces étoiles, elle peut avoir recours donc à des formes d'attraction et de recrutement qui sont proches ou identiques au marketing RH et à la marque employeur.